Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Nous arrivons à la fameuse 100e émission du CITREP, de ton Ouais. CITREP, sans émission, de 45 Déjà. minutes en moyenne. Ça fait énormément d'informations depuis pratiquement 2 ans. On va aller Ouais. fêter d'ailleurs dans pas longtemps, au mois d'août. Dans pas longtemps, hein, ouais, dans quelques semaines. Voilà. Donc, On est le 21 juillet. On va le 21 juillet, voilà, on est le 21 juillet. On va commencer par les questions. Donc, je remercie tous nos auditeurs qui ont été assez nombreux à poser des questions. C'est assez sympa de voir que ça vous intéresse. Je vais les reprendre plus ou moins dans l'ordre où je les ai reçues. Il y en a certaines que je vais regrouper entre elles parce que c'est plus ou moins sur la même thématique. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais un kit argumentatif pour convaincre les gens. Bon, alors si j'en avais un, on serait plus en guerre parce que j'aurais déjà réussi à faire comprendre à toute l'opinion publique occidentale la réalité de la situation. Donc malheureusement non. Ce que je peux recommander aux gens, c'est de convaincre, enfin d'essayer de convaincre toujours en douceur, c'est-à-dire amener les trucs avec des choses qui sont les plus incontestables possibles. C'est-à-dire commencer par tout ce qui est interview de civils, les interviews vidéo, je parle. Pourquoi ? Parce que les civils, c'est pas des militaires, ils sont pas soumis à une hiérarchie. Ils sont libres de leur parole. Et donc, quand ils disent que c'est l'armée ukrainienne qui les bombarde, c'est effectivement l'armée ukrainienne qui les bombarde. Ils ne vont pas dire le contraire de la réalité. Commencez toujours par fournir ce genre d'infos aux gens qui sont un peu sceptiques, etc. Petit à petit, donc publier des vidéos comme le gros reportage que j'avais fait sur Zaïtsevo, les derniers reportages sur Sakhanka, où les gens disent très ouvertement Sakhanka comme Internovo, là où les gens disent ouvertement c'est l'armée ukrainienne qui nous bombarde, il n'y a pas de doute là-dessus, je veux dire ils le disent de manière 100% ouverte. Je pense que c'est le mieux en fait pour commencer petit à petit, et puis après leur amener le reste, donc amener un maximum de choses qui sont factuelles, étayées par de la vidéo, les dégâts des bombardements, les articles où il y a des cartes qui indiquent l'origine des tirs, etc., etc. Et au bout d'un moment, ça va finir par rentrer dans la tête des gens. C'est un processus très long. Faut pas rêver, vous n'arriverez pas à faire comprendre à des gens qui sont intoxiqués par la propagande de l'OTAN, de l'Union européenne et de Kiev. En fait, vous n'allez pas arriver à leur faire comprendre tout ça en quelques secondes ou en quelques minutes. Ça va être du travail de plusieurs mois. Donc allez-y doucement et puis donnez du factuel, et au bout d'un moment, le doute il finit toujours par s'installer et les gens finissent par comprendre où se situe la vérité, tout simplement. Il y a aussi une bonne solution qui consiste à partager les CITREP. Partager les CITREP, partager les reportages que je fais sur le terrain. Pourquoi ? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des sources primaires. Donc les reportages sur le terrain, les interviews de civils, c'est des sources primaires. C'est-à-dire, c'est des sources qu'il est quand même très difficile de falsifier, sauf à y mettre vraiment beaucoup d'efforts, à la France 24. Petite dédicace à cette chère Volochine. Mais c'est vrai que quand vous interviewez des gens et que les gens vous disent c'est l'armée ukrainienne qui nous tire dessus, on les paye pas pour dire ça. Ils le font tout seuls, je veux dire, parce que c'est la réalité. Et il suffit de regarder d'ailleurs souvent les trajectoires des obus pour bien s'en rendre compte. Je veux dire. Je l'ai fait assez souvent. Puis de voir surtout dans quel état de colère ils sont bombardés comme ça gratuitement, ils sont révoltés par ça. Beaucoup disent leur colère contre l'Ukraine, contre le gouvernement ukrainien, contre Poroshenko. Je vous encourage à aller regarder mes reportages vidéo sur notre chaîne YouTube Denis Presse. Vous allez voir, ça en regorge. Il y a eu des questions sur les volontaires étrangers, les volontaires français, l'évolution du flux, comment s'enrôler, etc. Donc il y a encore des volontaires étrangers ici, beaucoup moins qu'en 2014-2015, pour des raisons évidentes. C'est que tout simplement l'armée ici s'est professionnalisée, ce n'est plus une milice populaire où on prend tout le monde. Maintenant il faut parler russe, et bien, parce qu'il faut pouvoir comprendre les ordres. Les ordres sont donnés en russe, il y a très peu de personnes au sein de l'armée qui parlent une langue étrangère, même l'anglais. Donc si vous parlez pas russe, vous pouvez déjà abandonner immédiatement parce que c'est même pas la peine. Ça c'est le premier truc. Maintenant c'est une armée professionnelle, il faut passer des épreuves, enfin des tests médicaux, physiques, psychologiques. Vous pouvez plus vous engager comme à une époque où tu pouvais passer un mois ou deux dans une unité puis te barrer et puis aller ailleurs. Maintenant c'est des contrats d'1 an, donc c'est une armée professionnalisée. Pour ceux qui demandaient si on peut amener ces armes depuis la France, non.
Non, vous franchirez pas la frontière russe avec ça. Je vous le dis tout de suite. Le salaire d'un soldat, c'est 15 000 roubles, hein, c'est 200 €, donc vous roulerez pas sur l'or avec ça. Et donc, de manière assez logique, l'évolution du flux, c'est tarif, puisqu'il y a beaucoup moins besoin maintenant. Hein, comme je l'ai dit, on a une armée qui est relativement complète, bien fournie. On a tout un stock de réservistes qui constitue une espèce de deuxième armée. Donc, on n'est plus dans la situation des tout débuts où c'était vraiment compliqué, où c'était des milices populaires avec des bataillons séparés qui n'étaient pas bien coordonnés. On prenait un peu tous ceux qui étaient volontaires pour se battre. Maintenant, on n'en est plus là. Donc, il y a encore des volontaires étrangers, il y a encore des volontaires espagnols, italiens, français. Donc, il y a 3 Français dans l'unité Piatnachka. Il y en a un 4e qui était avant à Lugansk, je ne sais pas où il est maintenant, s'il est retourné dans l'armée ou pas. Voilà, donc, mais il y a assez peu d'étrangers qui sont réellement sur le front, parce que souvent leur maîtrise du russe n'est pas suffisante, et souvent donc, ils se retrouvent dans des rôles de creuseurs de tranchées ou de chauffeurs de camions ou des choses comme ça, parce que c'est compliqué, hein. Les ordres sont donnés par radio, vous imaginez bien, hein, déjà, si vous parlez assez mal le russe et en plus vous entendez ça par radio avec tout le petit langage très particulier propre à l'armée, c'est très difficile, hein. C'est franchement vraiment pas simple. Quelqu'un m'a demandé s'il y avait des partis pro-Donbass en Ukraine. Alors non, il n'y en a pas, puisque être pro-Donbass, c'est être pro-séparatisme, donc c'est considéré comme être complice de terroristes en Ukraine. Hein. Donc, toute personne qui exprime ouvertement une sympathie pour la RPD et la RPL en Ukraine se fait emprisonner. Il n'y a même pas besoin même de manifester un soutien. Il suffit d'être soupçonné d'être le soutien. Voilà. Mais bon, voilà, je veux dire, s'il y avait un parti réellement ouvertement pro-Donbass, il serait fait dissoudre comme le Parti communiste ukrainien, qui a subi ce sort-là, et les membres seraient, la direction de ce parti serait emprisonnée pour soutien au séparatisme, et donc pour être en fait un ennemi de l'État, c'est pour haute trahison, quoi, hein. C'est à peu près ce qui attendrait toute personne qui tenterait ça, donc personne ne le fait. Même l'ancien parti de Yanukovych s'affiche pas trop pro-Donbass, parce qu'ils ont régulièrement quand même des problèmes dès qu'ils critiquent un peu la guerre, donc ils ferment leur gueule. Il y avait quelqu'un qui a demandé s'il y avait une possibilité que le Donbass étende son territoire si la guerre se réchauffe. Bah oui, clairement. C'est d'ailleurs ce que je pense qui risque d'arriver, hein, puisque je en reparle un petit peu après. Toutes les tentatives de régler les choses de manière pacifique, ça avance pas, donc à un moment ça va repartir en mode guerre à grande échelle, et clairement de toute façon l'objectif de la RPD et de l'RPL est de reconquérir les territoires des 2 oblasts, puisque ce sont les 2 oblasts qui se sont exprimés au complet pour leur séparation de l'État ukrainien, et pas seulement les villes qui sont actuellement sous contrôle de la RPD et de la RPL. Il y a quelqu'un qui m'a demandé où en était le début de révolution tuée dans l'œuf à Mariupol. Bon, elle est toujours maintenue, on va dire, sous très haute surveillance. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Mariupol est extrêmement, comment je pourrais dire, surveillé. Donc ce sont là-bas des bataillons néo-nazis, hein, genre Azov, secteur droit, etc., qui tiennent la ville pour une bonne raison, hein, c'est que donc ils veulent vraiment terroriser la population. C'est une opération terreur sur la population pour les empêcher de se révolter de nouveau. La ville a été elle-même, fortifiée, si on peut dire, entre guillemets. Donc il y a beaucoup de positions de l'armée ukrainienne qui sont visibles. Vous pouvez regarder sur le site Military Map, tout autour de la ville. Donc ils ont vraiment fait en sorte que ça soit très compliqué de reprendre la ville. Il y a beaucoup de checkpoints autour de Mariupol. Donc vraiment, ils maintiennent Mariupol sous une main de fer, hein. C'est vraiment... c'est justement à cause de ça. Parce qu'ils savent que Mariupol pourrait se soulever de nouveau et que là, il serait dans la merde s'il perdait Mariupol. Quelqu'un m'a demandé d'où je sortais la force de continuer à informer en sachant que je risque ma vie sur le terrain. Bah, tout simplement parce que quand j'ai choisi de faire ce métier-là, je savais que je risquerais ma vie, que ce serait dangereux. Donc, ma motivation, je la tire tout simplement de celle qui m'a motivé pour faire ce métier-là, c'est-à-dire le fait de dire la vérité, de rapporter la vérité, de montrer ce qui se passe réellement sur le terrain. Tout simplement, et puis je l'attire aussi de la population locale, hein, tous ceux qui vivent sur le front et puis qui restent accrochés à leur maison, à leur terrain et qui veulent pas partir malgré les bombardements.
Donc voilà, c'est tout simplement. C'est à un moment on fait des choix quand on les fait, on assume les risques quand on va dans une zone de guerre. Pour être reporter sur le terrain, on sait très bien qu'on va risquer sa vie, donc je veux dire, sauf si on est un petit peu naïf et qu'on croit qu'on est immortel, mais sinon on le sait, donc à un moment, simplement les valeurs que je défends qui sont plus importantes que ma peur de me prendre un obus tout simplement ou une balle de sniper. Quelqu'un m'a demandé comment vivent les enfants, quel est le moral de la population. Les enfants dans une bonne partie de la République, ils vivent relativement normalement. Ils vont à l'école, là c'est l'été, donc ils vont en camp d'été, ils vont en camp de vacances, donc c'est l'équivalent des colos, des colonies de vacances qu'on a en France. Bien sûr, ceux qui vivent sur le front ont une vie autre, comme dans des zones comme Zaïtsevo ou Saranka, où là se rendre à l'école, déjà rien que ça c'est extrêmement dangereux. Des villages comme Zaïtsevo par exemple n'ont plus d'école, donc les enfants sont obligés d'être transportés en bus dans le village d'à côté, côté RPD, pour pouvoir apprendre, mais on essaye de faire en sorte au sein de la RPD que les enfants puissent continuer à faire leurs études, aller à l'école, aller à l'université, etc., autant que faire se peut. Donc c'est pas toujours très simple. Des fois ils étudient dans des écoles dans lesquelles il y a des trous dans les murs ou dans le toit ou dans les fenêtres, comme là à Krasny Partizan. On était retourné à Krasny Partizan récemment et ils se sont repris des tirs, donc il y a de nouveau des trous dans les fenêtres. Merci l'armée ukrainienne. Ouais. Le moral de la population elle tient bon, mais elle en a ras-le-bol. Je veux dire, ça fait plus de 4 ans que ça dure. La population a envie que cette guerre prenne fin. Y compris d'ailleurs si ils espèrent presque que l'offensive finale se déclenche que la guerre reprenne pour que ça se termine, parce qu'ils en ont marre, quoi, tout simplement, ce qui peut se comprendre. Quelqu'un avait demandé comment aider, entre autres comment aider même financièrement pour m'aider entre autres à réparer ma voiture, etc. Donc comment aider ? Déjà en partageant l'information, c'est déjà une aide énorme. Plus vous aidez à faire connaître la véritable information sur ce qui se passe ici, et plus ça nous aide, parce que c'est quand même un des trucs de base. Si vous voulez aider plus, vous pouvez vous tourner. Il y a des associations humanitaires comme l'association Ouest-Est de Nicolas Mirkovic, il y a l'association Vostok France, Solidarité Donbass, qui font toutes les deux beaucoup d'aide humanitaire ici. J'en fais aussi à titre personnel. Pour ce qui est de m'aider à réparer la voiture, on s'en est sorti pour l'instant, mais si vous voulez m'aider à continuer mon travail, ou si vous voulez m'aider à faire des actions humanitaires, donc j'encourage les gens à me contacter par email. Donc on mettra mon petit email justement dans la vidéo. Ouais, ton email est maintenant pratiquement systématiquement dans la description de la vidéo. Voilà, mais donc on le remettra en bandeau sur la vidéo, donc ulvdis@dnipress.com, pour ceux qui se demandent pourquoi cette adresse n'est pas Christelle Néant machin. Tout simplement parce que j'ai commencé à travailler pour Denis sous pseudonyme, puisque quand j'ai commencé à faire mes traductions, je travaillais encore en Europe dans une grosse multinationale, et donc je ne pouvais pas faire ces traductions sous mon véritable nom pour des raisons évidentes de sécurité. Et donc l'email qui m'avait été attribué par notre technicien informatique était en lien avec ce pseudo. Donc c'est pour ça que mon email c'est ulvdis@dnipress.com. Donc on le mettra. Donc contactez-moi par email pour obtenir les modalités si vous souhaitez soit verser des fonds pour mon fonds d'aide humanitaire ou pour m'aider à continuer mon travail, parce que j'en ai toujours besoin malheureusement, parce que j'ai des frais, comme vous pouvez le voir, en termes d'essence, en termes de réparation de la voiture, de salaire pour moi, etc. Quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je n'envisageais pas de faire des vidéoconférences avec d'autres sites comme Investigation, la librairie Tropique, le café marxiste, etc. C'est une très bonne proposition, très sincèrement. C'est vrai que j'avais pas pensé à lancer des vidéoconférences avec ces sites, donc dès que j'aurai un petit peu de temps de libre, je vais me rapprocher des administrateurs de ces sites-là, les contacter et voir s'il est possible de faire des vidéoconférences en partenariat avec eux. Il y a eu une question aussi sur la Douma, savoir si elle avait discuté du traité d'amitié avec l'Ukraine. Donc non, la Douma n'a pas décidé de voter là-dessus. Il semble que la Russie essaye quand même d'apaiser la situation, de jeter de l'huile sur le feu, même si des fois on a un petit peu envie qu'elle arrête d'être trop patiente. Oui. Donc non, le traité d'amitié a été reconduit
pour le moment de manière automatique. Alors quelqu'un a redemandé pour l'explication des chocolats magiques, donc il y a quelqu'un qui avait loupé l'explication, donc je la redonne pour qu'on parle des chocolats magiques de Poroshenko. C'est que Poroshenko est surnommé le roi du chocolat, puisqu'en plus d'être président de l'Ukraine, ce monsieur est un oligarque qui détient des usines qui produisent des chocolats et des bonbons. Donc c'est les chocolats Rochen. Voilà, donc il a des usines en Ukraine, il en avait en Russie, mais je ne sais plus si elles sont encore actives ou si elles ont été fermées. Mais donc c'est le roi du chocolat, c'est son petit surnom. Donc d'où notre blague sur les chocolats magiques de Porky, puisque tout simplement c'est un vendeur de chocolat. Mais pas que, parce que magique, ça voulait dire qu'en fait, voilà. il nous fait des sorties comiques, enfin bon. Voilà, pas que lui, souvent. Ceux à qui il a l'air de filer de ses chocolats font des sorties tellement délirantes qu'on se demande s'il y a que du chocolat dedans ou s'il y a des petites substances pas très légales à l'intérieur. Des champipis, de la weed. Des champignons, de la weed, du LSD, des petites choses comme ça, parce qu'effectivement... c'est du grand délire. Ou alors ils ont peut-être une sciatique comme Juncker. Ah oui, oui. Mais lui, il la soigne avec du vin et de l'alcool, lui, je crois, c'est ça hein. Ça doit être ça, oui. Ouais. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé au Luxembourg, donc je connais très bien le père Juncker. C'est connu dans tout le Luxembourg que l'homme est un alcoolo. Hein. Ça n'a rien de... C'est un chewing-gum au vin, quoi. Voilà, non mais les journaux occidentaux peuvent essayer de sauver la mise comme ils veulent avec leurs histoires de sciatique, ça tient pas la route. Non mais il y a des vidéos incroyables. C'est connu, tout le grand-duché du Luxembourg sait que Juncker est un alcoolique. Je veux dire, c'est connu, donc c'est pas la peine de vous ridiculiser, parce que là c'est la seule chose que vous faites. Hein. Les médias qui ont fait ça, vous êtes ridiculisés jusqu'à la fin des temps hein, avec cette histoire-là. Donc, d'ailleurs, c'était rigolo parce qu'il était soutenu à un moment par Poroshenko qui était juste derrière lui. Il soutient notre alcoolique. Voilà. Bon. Quelqu'un qui m'a demandé ce qu'il en était de la résistance ukrainienne. La résistance ukrainienne, elle existe, hein, clairement. C'est d'ailleurs grâce à la résistance ukrainienne que nous avons des informations qui viennent parfois des unités ou du quartier général ou des hôpitaux, hein, côté ukrainien, qui nous permettent de confirmer certaines informations. Donc, il y a des gens en Ukraine qui résistent, hein, surtout dans le Donbass, qui veulent pas, parce qu'ils ont voté pour quitter l'Ukraine. Donc, c'est quelque chose de très dangereux, hein, comme l'époque de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Des gens sont arrêtés régulièrement par le SBU, torturés, certains exécutés de manière sommaire, sans aucun jugement. Donc il y a une résistance en Ukraine, surtout dans le Donbass occupé par l'armée ukrainienne. Mais c'est très très difficile. Hein. On a à l'heure d'aujourd'hui des moyens de traquer les gens que n'avait pas la Gestapo. Hein. Internet et les téléphones portables sont très pratiques pour ça. Donc c'est clair que oui, il y en a une. Mais elle fait un boulot très très difficile et très risqué. Quelqu'un m'a demandé des nouvelles de Daria Mastikacheva. Alors je n'en ai aucune depuis décembre. Plus personne n'en a aucune. Je ne suis pas la seule. J'en ai discuté avec Alexandre Sladkov, qui est un grand reporter de guerre russe, qui lui aussi était sur ce dossier, qui m'a confirmé une information que j'avais obtenue en fait juste après que je n'ai plus de nouvelles de Daria. J'avais vu que son compagnon Sergei Sokolov aurait été arrêté par le FSB en détention d'armes, donc pour détention d'armes. Donc ils l'ont chopé avec tout un stock, un arsenal. Et bon, moi mon hypothèse, mais que j'arrivais pas à confirmer, c'était qu'il aurait tenté en fait de libérer Daria par la force. C'est-à-dire qu'il aurait monté une opération commando pour aller la libérer. Et en fait, en discutant justement avec des personnes en Russie assez haut placées, enfin qui ont des contacts assez haut placés, il m'a été confirmé qu'effectivement c'était bien ça. Il préparait une barbouzerie, donc il préparait une opération de sabotage. Ouais. Voilà, c'est du désespoir. Hein. C'est du désespoir, hein. Il l'aime, c'est sa compagne. Je le comprends parfaitement. Je pense que j'aurais été dans sa situation. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux personnes en question qui m'ont fourni l'information. J'aurais très certainement fait la même chose. Je comprends aussi la position de la Russie qui a envie d'éviter un gros scandale diplomatique et un incident à l'échelle internationale. Donc la Russie l'a arrêté avant qu'il mette son plan à exécution. Et donc depuis lors, on n'a plus aucune nouvelle de Daria. Donc très sincèrement, je crains très fortement qu'elle soit morte. Je pense que certains vont peut-être être choqués par ce qu'a fait la Russie d'arrêter Sergei Sokolov, mais je comprends aussi les autorités russes.
Parce qu'en face, il y a d'infâmes salopards. En face, ça aurait été utilisé contre la Russie, même si Sokolov est l'ancien chef de la sécurité de Berezovski, donc un anti-Poutine, un opposant à Poutine notoire. Donc c'est pas un pro-Poutine, c'est pas un pro-Kremlin, pas du tout. Mais il faut pas se leurrer, toute la presse pro-Kiev, donc toute la presse occidentale, l'aurait présenté comme la main du Kremlin, et ça aurait été mis à charge contre la Russie. Comme l'activiste russe poursuivi aux États-Unis, il la présente pratiquement maintenant comme une pro-Poutine, alors qu'en fait elle faisait partie de l'opposition. D'opposition, enfin c'est du grand délire. Donc voilà, c'est un peu la situation avec Daria. Donc voilà. Donc là j'ai fait le tour des questions. On va pouvoir passer au SITREP en lui-même. Donc du 14 au 20 juillet, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu RPD à 30 reprises, donc un poil moins que la semaine dernière, mais enfin pas beaucoup, durant laquelle elle a tiré 51 obus de mortier de 120 et 82 mm et un missile anti-char philo-guidé, sans compter tous le reste, véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, lance-grenades, armes légères, qui portent le total à 550 munitions tirées en une semaine, donc c'est quand même plus que la semaine dernière. Les tirs ont touché par contre moins de localités, 10 seulement cette semaine. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, ils font baisser le nombre de violations, mais ils augmentent le nombre de munitions pendant chaque violation. Ouais, et puis là ça réaugmente, d'ailleurs on montrera le petit diagramme, c'est-à-dire très clair, ça augmente après la réunion entre Trump et Poutine. Ouais. On le verra. D'ailleurs, durant les dernières 24 heures, il y a eu 7 violations du cessez-le-feu et 134 munitions tirées, donc ça repart à la hausse. Donc je pense que ça va repartir en couille dans pas très longtemps. Je pense que ça va pas durer. Cette semaine, suite à ces tirs, un soldat de l'RPD est mort, un autre a été blessé. 2 civils, comme on le disait, ont été blessés, une vieille dame et un bébé de 9 mois. 19 habitations ont été endommagées. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'OSCE n'a pas enregistré les civils blessés de Koutchaïevsk. On se demande pourquoi. Donc là, ils sont un petit peu allumés par l'armée de l'RPD à ce sujet. Oui, écoute, c'est compliqué d'expliquer qu'une vieille dame et un enfant sont des terroristes. Oui, mais c'est un peu compliqué, ça tient un peu pas la route. On avait parlé dans un site précédent de ces armes que la RPD avait rachetées à des unités de l'armée ukrainienne. Ça a fait un énorme scandale en Ukraine. Ça a provoqué l'indignation populaire. Résultat, un petit peu sous pression de tout ça, le commandement des forces armées ukrainiennes a lancé une inspection généralisée des stocks d'armes des unités pour voir ce qui manque. Pendant l'inspection, il s'est avéré que dans la 24e brigade mécanisée, il manquait 43 fusils mitrailleurs Kalachnikov et 18 lance-grenades. Dans la 36e brigade de marine, située près de Berdiansk, donc dans le sud, près de la mer d'Azov, donc c'est plus de 50 armes qui manquent, y compris 5 mitrailleuses de gros calibre. L'inspection est encore en cours. Des officiers ont été arrêtés, ils ont fini par parler, très certainement sous la torture. Ils ont divulgué à qui et où ils ont vendu ces armes. Une partie, comme on le sait, a été vendue à l'RPD. L'autre, par contre, a été vendue à des groupes criminels ou à des groupes nationalistes ukrainiens. Et là, ça emmerde un peu Kiev, parce que ça veut dire qu'à la veille des élections présidentielles en Ukraine, les néo-nazis s'arment et risquent de poser problème pendant les élections. Donc, Maïdan 3.0, je crois qu'ils l'ont pas totalement abandonné le plan. Je crois que ça a été juste postposé, quoi. Disons qu'il faut que Porky soit sur la sellette en permanence pour l'obliger à pousser à la guerre dans le Donbass. À faire ce qu'ils veulent, c'est ça. Donc, ils continuent à s'armer pour rester une force politique avec laquelle Poroshenko est obligé de composer. Donc lors de cette fameuse rencontre qui a eu lieu à Helsinki le 16 juillet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, dont une partie, je rappelle, s'est tenue à huis clos, il semble que le président russe ait fait à son homologue américain une proposition de nouveaux plans de sortie de crise concernant l'Ukraine. En tout cas, le fait qu'il y ait eu des nouvelles idées mises sur la table, ça a été confirmé. Peskov l'a confirmé, etc. Certains pourraient dire il y a peu de chances qu'ils aient parlé de l'Ukraine, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé après pendant la conférence de presse. Et en fait, comme l'a souligné un analyste que je pense est très intelligent, c'est que les sujets les plus importants qui ont été abordés par les deux présidents sont pas ceux sur lesquels ils ont le plus glosé lors de la conférence de presse. Ceux sur lesquels ils ont glosé le plus, c'est les machins insignifiants, c'est les histoires d'ingérence russe dans les élections américaines. Ça c'est pour occuper les journalistes, c'est du bullshit. Concernant l'Ukraine, seul Vladimir Poutine a glissé quelques mots, ce qui a fait dire à certains qu'en réalité ils ont sérieusement discuté du sujet, ce qui semble avoir été confirmé donc par cette histoire de nouvelles idées qui auraient été présentées et sur lesquelles Trump doit encore bosser. Donc les
les informations qui avaient été publiées suite à cette rencontre indiquaient qu'il y avait une nouvelle approche qui serait envisagée par les deux présidents et qui devrait être étudiée par des experts. Donc ça, c'est ce qui a été 100% confirmé par Dmitri Peskov, qu'effectivement, il y a de nouvelles idées qui avaient été mises sur la table, mais qu'elles devaient être étudiées par des experts et discutées plus avant. Et en fait, toi et moi, on en avait discuté en privé après le dernier CITREP, d'une proposition qui avait été faite par Patrick Armstrong, un ex-analyste du département canadien de la défense nationale spécialisé dans l'URSS et la Russie, qui une grosse semaine avant le sommet d'Helsinki avait sorti un article sur la façon dont il serait possible de résoudre le problème ukrainien. Je vais vous traduire en français sa proposition. Donc il proposait d'organiser un référendum sur l'ensemble du territoire de l'ancienne République socialiste soviétique d'Ukraine, y compris la Crimée. Donc pour lui, le but, c'était d'arriver à un règlement avec lequel tout le monde serait d'accord et pour lequel il n'y aurait aucune contestation. Donc on referait un référendum encore en Crimée, mais donc dans le Donbass et dans tout le reste de l'Ukraine, voilà, qui serait surveillé par des pays qui n'ont pas de chien dans le combat, comme il dit, c'est-à-dire qui ne sont pas impliqués dans le conflit en cours. Donc il avait proposé la Chine, l'Inde et l'Amérique du Sud. Il avait demandé à l'ONU de valider les résultats par avance, avec comme question pour la première série: voulez-vous faire partie de la Russie, voulez-vous faire partie de l'Ukraine, ou voulez-vous être indépendant? Ensuite, réaménager les frontières pour tenir compte autant que faire se peut des résultats des votes. Ensuite, mettre en place une aide financière généreuse pour ceux qui veulent passer d'un pays à l'autre, payée par les États-Unis et l'Union européenne, puisque c'est eux qui ont fait sauter l'ancienne Ukraine. Donc là, vous avez foutu le bordel sur le principe du pollueur-payeur ou du fouteur de merde-payeur. Vous avez foutu la merde avec le Maïdan, mais maintenant vous raquez. Et ensuite, donc, dans 5 ans, une fois que la situation du reste de l'Ukraine aura continué à s'aggraver, répétez le référendum avec une question supplémentaire. Voulez-vous faire partie d'un pays voisin? Si oui, lequel? Voilà. Répétez encore dans 5 ans et répétez encore jusqu'à ce que tout le monde soit là où il veut être. Ensuite, assurez-vous que vous avez des contrôles frontaliers extrêmement serrés autour de ce qui reste du croupion qui reste de l'Ukraine pour garder les nazis à l'intérieur. Bon, bien entendu, il ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur les chances que ça se produise. Mais il a dit... Du fait que Trump est quand même un phénomène assez nouveau, on ne peut pas dire que les chances sont nulles. Et il a dit qu'est-ce qui se passera si ça n'est pas fait? En fait, ce sera la même chose en fin de compte, mais après beaucoup plus de souffrance et beaucoup plus de temps perdu. Moi, j'ai trouvé que sa proposition était très intelligente. Franchement, ce monsieur, il a plus que de neurones en état de fonctionnement. Je le félicite pour avoir fait cette proposition. On en avait discuté en disant que ça serait très clairement l'idéal à mettre en place. Oui. Et il semble que ces idées ont soit été entendues ou alors les grands esprits se rencontrent, ce qui est possible aussi. Puisque l'information qu'a publiée Bloomberg cette semaine ressemble en tout cas à une partie du plan de l'analyste canadien, puisque le journal a publié des informations tenues de sources anonymes au sein des diplomates russes qui auraient assisté au débriefing de Poutine après cette réunion avec Trump. Informations qui sont confirmées par mes sources en Russie, donc qui ont dit qu'effectivement Poutine aurait fait cette proposition à Trump. Donc Poutine aurait en fait proposé à Trump d'organiser un nouveau référendum sous contrôle des instances internationales dans le Donbass pour résoudre le conflit actuel. Donc d'après Anatoly Antonov, qui je rappelle est ambassadeur russe à Washington, Poutine et Trump auraient effectivement discuté de propositions concrètes pour résoudre le conflit dans le Donbass, mais il a refusé de confirmer publiquement les informations sur le fait que ce plan, ça serait un référendum. Bon, il faut dire que devant l'enlisement, pour pas dire l'enterrement des accords de Minsk par Kiev, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de trouver une nouvelle solution pacifique pour sortir par le haut de cette crise qui, sans cela, je le rappelle, débouchera sur une reprise tôt ou tard du conflit à grande échelle. Donc, d'après les sources de Bloomberg, Trump aurait demandé à Poutine de ne pas parler publiquement de ce plan pour lui laisser le temps de travailler dessus, ce qui serait assez logique, vu l'opposition à laquelle il doit faire face au sein de son propre gouvernement. Il y a eu une véritable levée de bouclier, des accusations de trahison qui ont fusé contre Trump juste après sa rencontre avec Poutine. Ça, c'est l'état profond, ça. C'est, je veux dire, leur objectif, c'est de faire crever la population ukrainienne pour créer un trou noir à proximité de la Russie afin de la déstabiliser. C'est l'objectif. C'est ça. La solution... De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est la guerre. De toute façon, absolument, bien, absolument. Le Deep State, c'est la seule chose qu'ils veulent. Donc on comprend bien que la tâche de Trump va pas être facile. Il doit affronter l'État profond, une bonne partie de son gouvernement, sans parler de l'Union européenne, parce que la France et l'Allemagne vont s'arc-bouter sur leurs accords de Minsk, malgré leur échec. Ils risquent de refuser de cautionner ce plan parce que ça va à l'encontre de la pauvre petite mesure qu'ils ont réussi à faire signer à Kiev. Mais en fait, après, ils s'en foutent, ils poussent pas Kiev à les appliquer. Pour l'instant, le Kremlin n'a pas confirmé donc ces informations, mais Peskov, donc je rappelle porte-parole du Kremlin,
a confirmé qu'il y a bien eu donc de nouvelles idées, ont été discutées, on va travailler dessus, c'est tout ce qu'il a dit. Hein. Bon, bien entendu, je comprends la peur de l'Ukraine et de l'Union européenne ainsi que d'États profonds américains, hein, parce qu'ils savent, comme toute personne qui a un minimum de jugeote et de neurones en état de fonctionnement, que le résultat sera le même qu'en Crimée et confirmera le référendum de 2014, par lequel, je rappelle, 89,07% des votants dans la région de Donetsk et 96,2% de ceux de la région de Lugansk avaient exprimé leur choix de quitter l'Ukraine. Je veux dire, ils peuvent gloser sur le fait que c'était des référendums illégaux. L'OSCE avait été invité à venir surveiller, ils n'ont pas voulu le faire, c'est leur problème. Mais les référendums reflètent la réalité. Hein. Je veux dire, faut arrêter les conneries. Si un tel référendum était organisé sous les auspices de l'ONU et validé, la guerre n'aurait plus aucune raison d'être, le gouvernement de Kiev s'effondrera comme un château de cartes et les commanditaires du coup d'État de 2014 verraient alors tous leurs efforts et leurs investissements en Ukraine partir en fumée. Bon, autant dire qu'ils vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de Trump pour l'empêcher d'organiser ce référendum. Le seul salut qui pourrait venir, c'est peut-être des élections de mi-mandat qui doivent avoir lieu aux États-Unis au mois de novembre. Si Trump les remporte, cela lui permettra d'asseoir son pouvoir et de gagner un peu de marge de manœuvre. De toute façon, comme l'a dit Patrick Armstrong, si c'est pas fait rapidement, ça devra être fait après, avec plus de souffrance, de mort et de temps perdu, sans parler de l'argent injecté à perte dans une Ukraine qui coule de plus en plus chaque jour, parce que chaque jour que les gouvernements occidentaux passent à continuer sur la trajectoire actuelle, ça ne fait qu'ajouter plus de morts, de blessés, de destruction et de souffrance, sans que ça change le résultat final. Hein. Je vais vous le dire clairement, l'Ukraine, c'est le Titanic. Hein. Donc là, il est déjà tellement bien plongé là, que là, il s'est cassé en deux. Hein, c'est la phase où il s'est cassé en deux. Donc, non, vous n'allez pas le maintenir à flot. Il va couler. Ouais. Vous pouvez tenter tout ce que vous voulez, il va couler. Hein. Et donc, l'Ukraine s'est disloquée sous le poids de ses tensions internes. Elle va inévitablement et irrémédiablement sombrer. La question n'est plus de savoir si on peut sauver le soldat ukrainien, mais comment on peut limiter la casse lors du naufrage et éviter autant que faire se peut d'avoir une Somalie néo-nazie en pleine guerre civile généralisée aux portes de l'Europe. Donc, il serait peut-être temps pour les gouvernements occidentaux de se mettre à la réelle politique et d'avoir une approche pragmatique et intelligente des problématiques et d'arrêter de prendre leur fantasme pour la réalité. Le monde et la paix, qui d'ailleurs, je rappelle en russe, sont le même mot, mir, se porteront mieux lorsque ce sera le cas. Bon, bien entendu, la réponse américaine n'a pas traîné. Hein. Je vous épargne le suspense. Ah oui, bah tu m'étonnes. Hein, c'est Heather Nauert du département d'État américain qui a dit « Pour être clair, l'administration n'envisage pas de soutenir un référendum dans l'est de l'Ukraine. Un référendum, entre guillemets, n'aurait aucune légitimité. » Ah bon ? Ah merde, il me semblait que c'était pourtant l'expression ultime de la démocratie, le référendum. Ah ben oui, mais ça de la part d'une pseudo-démocratie qui utilise les bombes pour faire la promotion de la démocratie à l'étranger, je veux dire, il faut pas s'en étonner. Hein. Non, il faut pas s'en étonner, mais enfin bon, à ce moment-là, on peut appliquer ça à votre fameux référendum du Kosovo sur l'indépendance de cette espèce d'état croupion. Bien sûr, mafieux. Hein, évidemment. Voilà. Des fois, il ferait mieux de fermer leur gueule et de faire des tweets. À tort et à travers. Elle a dit « Nous continuons à soutenir les accords de Minsk pour résoudre le conflit dans le Donbass. » C'est marrant hein, parce que les soutiens aux accords de Minsk à coup de livraison d'armes, de javelines et de pognon, puisque quelques jours à peine après ce sommet d'Helsinki, ils ont débloqué 200 milliards de dollars de plus pour 200 millions de dollars débloqués pour aider l'Ukraine à se défendre. Hein, donc si c'est ça pour vous appliquer les accords de Minsk, je pense qu'on n'en a pas la même définition. La Russie n'a bien sûr pas raté cette réponse et la réplique du vice-représentant russe à l'ONU, Dmitry Polyansky, n'a pas manqué de piquant. Il a dit « C'est bon d'entendre ça. Espérons que vous serez en mesure de faire en sorte que l'Ukraine applique enfin les accords de Minsk, ce qui implique un dialogue avec le Donbass et l'arrêt des bombardements des zones résidentielles civiles. C'est beaucoup plus efficace que de chercher obstinément une agression russe imaginaire. » Et v'lan dans ta gueule, la Russie 1-0. Bravo. Ah bah c'est-à-dire que ils s'exposent aussi les Américains. Ils s'exposent avec leurs bêtises crasses. Non mais ils sont nuls. Ils sont nuls à chaque fois qu'ils écrivent des tweets comme ça. On mettra les tweets, hein, bon, ils sont en anglais. Les gens pourront voir que je raconte pas des cracks. C'est bien ce qu'ils ont raconté. C'est les comptes officiels. Hein. C'est pas des fakes. Puisqu'on parle de délire, etc., on va reparler du MH17, hein, puisqu'il y a eu lieu cette semaine, le 17 juillet 2018, à Grabovo, comme chaque année, la cérémonie commémorative en l'honneur des victimes du crash du vol MH17, donc l'avion qui reliait, je rappelle, Amsterdam à Kuala Lumpur, qui a été abattu dans le ciel du Donbass le 17 juillet 2014, alors que des combats acharnés avaient lieu au sol entre l'armée ukrainienne et les milices populaires. Lors de cette cérémonie, les habitants de l'RPD ont tenu des photos des victimes et déposé des fleurs, des bougies et des peluches à l'endroit où la majorité des débris de l'avion et des corps des victimes sont tombés.
4 ans après cette catastrophe, le sentiment parmi les habitants de la RPD envers l'enquête officielle est l'incompréhension et un énorme sentiment d'injustice. La tentative par Kiev de faire porter chapeau à la RPD et à la Russie a du mal à passer parmi ceux qui ont assisté à la catastrophe et aidé de leur mieux à récolter les débris et les restes humains afin qu'un maximum de preuves soient en possession de l'équipe d'enquête. Donc ils ont quand même fait un maximum pour... Je rappelle, ils ont donné volontairement, sans problème, les boîtes noires, ils ont aidé à ramasser les corps, etc. Il y a des gens qui ont vu des corps tomber dans leur salon, quoi. Je rappelle quand même, je veux dire, et ces gens-là, malgré tout ça, ils ont aidé les services du ministère des situations d'urgence à ramasser les corps, à ramasser les débris. C'était atroce, je veux dire, la zone sur place, c'était un vrai film d'horreur. Malgré ça, les civils du coin ont tout fait pour essayer d'aider, pour que le Dutch Safety Board, le DSB, ait un maximum d'éléments en sa possession pour comprendre ce qui s'était passé. Donc après, quand on vient leur dire, en fait, c'est de vos fautes, vous êtes des terroristes, et puis, c'est n'importe quoi. Les gens, ils disent, mais vous êtes des connards, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre, quoi. Ouais. Les rapports officiels du DSB et les conférences de presse du JIT, qui est l'équipe d'enquête criminelle, qui elle n'a jamais pondu un seul rapport, mais elle a fait que des conférences de presse, sont remplies d'incohérences, de preuves plus que douteuses, comme les écoutes téléphoniques fournies par le SBU. Elles ont été analysées par des experts audio qui ont prouvé que c'est du fake, c'est du montage. Ce qui n'est pas très étonnant quand on sait que le SBU, c'est aussi les mêmes qui ont faké la mort de Babchenko à Kiev cette année. Donc, la fausse mort, oui. La fausse mort. Les photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Elles ont été analysées, elles ont été montrées comme étant des fakes, donc les machins sur lesquels se sont basés Bellingcat. Donc résultat, bien entendu, les conclusions manquent de la logique la plus élémentaire. Donc je travaille sur ce dossier, ça va être un travail de longue haleine. Je travaille toujours dessus, je trouve des nouveaux éléments qui prouvent qu'effectivement ça tient pas la route et que il y a plein de trous dans cette enquête. D'ailleurs, je rappelle que lors du dernier rebondissement entre guillemets en date, à savoir donc cette conférence de presse du JT durant lequel ils ont montré un morceau de bouc qui soi-disant aurait abattu peut-être le MH17. Alors c'est marrant parce que tous les médias à chaque fois ils oublient le peut-être. C'est devenu le bouc qui a battu les MH17. Je rappelle que le numéro de série indique de manière quasiment certaine qu'il s'agit d'un bouc ukrainien parce qu'il est trop vieux pour être encore utilisé par l'armée russe. Oui, déjà. Voilà. Et lors de cette conférence de presse, le JT a de nouveau lancé un appel à témoins. Mais ceux qui vont dans son sens, donc ils veulent des témoins qui leur donnent des infos sur ce bouc qui soi-disant serait celui qui a abattu le MH17. Par contre, tous les témoins qui parlent des avions, de la présence d'avions militaires ukrainiens dans le ciel ce jour-là, qui auraient attaqué le MH17, là par contre ceux-là ils les écoutent pas, ils en ont rien à foutre. Donc ils prennent que ceux qui vont dans le sens qu'ils veulent. Pour l'instant, ils les cherchent, ils les trouvent pas. Ils les cherchent toujours, ils les trouvent pas. Bon, si le JT avait réellement des preuves solides contre la Russie, ils n'auraient pas constamment besoin de chercher ce qui semble ne pas exister, à savoir des gens qui auraient vu ce qu'ils racontent dans leur rapport. Par contre, comme je le dis, tous ceux qui invalident les thèses du JT, ceux-là, ils sont jamais venus les interroger. Ils sont même jamais venus les interroger. Ils sont purement et simplement ignorés. Voilà. Tout comme les éléments de preuve apportés par la Russie et le fabricant des missiles, Almazantey. Sans parler de la présence dans l'équipe d'enquête criminelle de l'un des suspects potentiels d'Ukraine, qui, je rappelle, a déjà son palmarès le fait d'avoir abattu un avion russe en 2001 par erreur et qui a refusé de reconnaître sa culpabilité pendant plusieurs années. Si on avait voulu s'aborder l'enquête de A jusqu'à Z, on s'y serait pas pris autrement. Moi, ce qui quand même me rend malade, c'est le fait que c'est les familles des victimes qui payent les pots cassés de cette enquête bâclée. Ouais. Sans parler du ramassage des débris et des restes humains qui a été encore plus mal mené que le reste de l'enquête. On a encore retrouvé des petits bouts d'os, encore cette année. Avec Patrick, on a été avec Patrick Lancaster sur le terrain, il y a encore des petits bouts d'os. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces Mongols ont mené l'opération de récupération des restes humains en avril 2015. C'est-à-dire pendant la saison humide, pendant laquelle c'est un champ de boue là-dedans. C'est n'importe quoi. Puis déjà, ils ont attendu pendant je sais pas combien de temps avant d'aller récupérer les débris. Ils sont pas venus avant le mois de novembre 2014 pour venir inspecter les débris, soi-disant que c'était trop dangereux. Les combats dans la zone avaient cessé il n'y a plus de combats, la zone n'était plus dangereuse dès septembre 2014. Donc faut arrêter les conneries. Oui, tu disais, parce que là, de toute façon, il leur fallait un prétexte pour pour pas donner la possibilité d'une enquête objective. Pour pas récupérer les preuves, ils ont mis plus de 5 mois avant de venir récupérer les éléments de la carlingue. C'est n'importe quoi. Je
Je veux dire, ils ont traîné avant de récupérer les restes humains. Ils ont mené ça à la saison humide quand les champs dans lesquels les corps étaient tombés sont transformés en champs de boue. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Ça fait 4 ans que Patrick Lancaster leur dit qu'il y a encore des restes humains. Mmh. Ils ont toujours pas été foutus de monter une équipe. La zone est safe. Hein. Il n'y a pas de combat. Hein. Ils sont en train de prétendre que c'est trop dangereux. Mais trop dangereux de quoi? Mais qu'est-ce que vous nous racontez? La zone est safe. Il n'y a plus de bombardement depuis 2014. C'est du grand n'importe quoi. Là, franchement, pour moi, je pense qu'il est temps que la Russie mette sur pied son propre comité d'enquête, parce qu'il y a peu de chances que l'ONU le fasse, pour unir les différents experts et ministères compétents pour fournir une contre-enquête sérieuse qui permette enfin aux familles des victimes de savoir la vérité, parce que sinon, on s'en sortira pas. Le problème, c'est qu'actuellement, depuis cette catastrophe, la Russie a très mal communiqué sur ce dossier. Ils ont fait des erreurs. Ça c'est clair, ils ont fait des erreurs de com, ils se sont plantés très clairement, comme le dit Dmitri Polyansky, qui a répondu à Max van der Werf, qui est un blogueur néerlandais, tout simplement parce qu'en fait ils se sont fait prendre par surprise, ils s'attendaient pas du tout à se prendre un truc pareil dans la figure, ça a été vraiment, ils se sont fait avoir, et résultat ils ont pas géré ça comme il faut. Le problème c'est qu'Almazantey dit un truc dans un coin, le ministère de la Défense russe dit un truc dans un autre coin, ils sont pas du tout coordonnés, et c'est là que tu vois d'ailleurs que c'est pas une conspiration pour abattre le MH17 de la part de la Russie, parce que c'est tellement mal ficelé leur communication post-crash que franchement tu vois qu'ils se sont fait prendre par surprise. Donc on voit bien que c'est pas du tout la Russie. Je vais faire un petit, pendant ce temps-là, Kiev improvisé, puisqu'il est tombé juste avant qu'on se connecte pour le site rep. C'est un journaliste ukrainien, Boutousov. C'est pas la première sortie débile qui nous sort, celui-là. Alors lui, il doit faire des intraveineuses de chocolat magique. Hein. À mon avis, ouais. Donc il a publié un article qui c'est juste, c'est délirant. C'est ce qui vaut à l'Ukraine peut-être de finir par s'appeler hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Hein. Ouais, complètement. Où il a sorti que l'Ukraine n'a pas encore émergé comme État. Ses institutions publiques sont extrêmement faibles et ne peuvent pas servir de base politique. L'Ukraine ne peut prendre sa place que comme un système de mobilisation de projets. Et l'un des projets de mobilisation clés, c'est la guerre. Donc pour lui, d'ailleurs, il est complètement opposé à la trêve. Il appelle à une guerre ouverte avec la Russie. Hein. Ah bah avec la Russie, bah tiens donc. Voilà. Donc il dit que pour lui, donc justement, ça a démobilisé le projet, et donc c'est pour ça que les autorités ukrainiennes se cassent la gueule, et que donc pour lui, il faudrait relancer lancer une guerre contre la Russie, pas seulement dans le Donbass et en Crimée, mais aussi en Transnistrie, voilà, pour libérer la Transnistrie, la Crimée et le Donbass, et que c'est comme ça que l'Ukraine va se renforcer et devenir un véritable État. Bon, alors, Boutousov, je sais pas ce que tu consommes, mais faut vraiment et clairement que t'arrêtes. Ah oui. Parce qu'il va bientôt plus te rester de neurones. Je t'explique. Je vais faire un petit rappel. L'armée russe est la deuxième armée la plus puissante au monde. Avec le deuxième, sinon même le premier arsenal nucléaire. Le premier arsenal nucléaire. C'est la Russie qui détient le premier arsenal nucléaire au monde. T'as vraiment envie, espèce de... Bip. Désolé, je me censure parce que là vraiment je vais sortir une horreur. T'as vraiment envie que ton pays soit transformé en zone de Tchernobyl grande taille? Ouais, non mais... Vous avez vraiment envie de faire vitrifier votre pays? Non mais sincèrement, si vous essayez... Bon déjà, votre armée, je veux dire déjà pour commencer, vous arrivez déjà même pas à résister correctement contre des milices populaires. Ouais. Je vous rappelle que ce qui a sauvé votre cul en 2014 et en 2015, c'est ces fameux accords de Minsk sur lesquels tu craches. Hein, voilà, cette trêve. Sans cette trêve, ça fait longtemps que vous aurez botté le cul hors des oblasts de Donetsk et de Lugansk et peut-être même encore au-delà. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc. Mais... Deuxièmement, déclarer la guerre à la Russie. Donc deuxième armée au monde. Je rappelle que vous êtes cassé la gueule dans le classement des armées mondiales depuis le Maïdan. Hein. Vous êtes tombé très bas. Hein. Vous êtes à la 21e ou 22e place, un truc comme ça.
Donc si déjà vous n'arrivez pas à tenir face à une milice populaire, vous voulez affronter la deuxième puissance militaire mondiale? Ah oui, non, mais c'est... Par contre, ce qu'il a dit, qui est inquiétant, c'est que il parle de la Transnistrie et la dernière fois, tu te rappelles, hein, on en a parlé. On en avait parlé comme une possibilité de provocation. Non, mais là, de toute façon, s'ils font ça, de toute façon, là, la Russie intervient. Là, la Russie intervient et là, vous n'allez pas perdre juste l'oblast de Donetsk et de Lugansk. Là, je pense que vous allez perdre toute la Novorussie. C'est-à-dire là, toute la zone jusqu'à Odessa, vous pouvez l'oublier. Oui, parce que de toute façon, si la Russie c'est pour ça que c'est intelligemment cynique de s'attaquer à la Transnistrie, parce que tout simplement, elle est totalement enclavée. À établir un cordon territorial jusque là-bas, puisque la Transnistrie est complètement enclavée, comme on en avait parlé. Donc, enfin, je veux dire, mais c'est du débilisme. Le mec, il a vraiment envie de voir son pays être rayé de la carte. Ouais. C'est ce qui va vous arriver hein, si vous tentez cette ânerie. Donc voilà, donc pendant ce temps-là à Kiev, un peu à l'improviste, parce que j'en avais pas, et puis celui-là il est tombé juste avant. Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé juste 2 minutes avant qu'on se connecte, donc j'ai pas eu le temps de faire une traduction propre. J'ai fait une traduction résumée depuis le russe. Ouais. Et donc voilà, le genre de débile qu'on a en Ukraine et qui s'exprime publiquement, hein, et qui te Ah bah ils ont carrément les canaux ouverts eux, hein, ici. Ouais, ils ont carte blanche. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Hein. J'ai essayé de surveiller tout, le YouTube, Agoravox, le site d'ONI, Réseau International. J'ai essayé de surveiller un peu partout. Les moutons enragés aussi. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à tout le monde, que j'en ai pas loupé. J'espère. Et que donc j'ai répondu à toutes vos questions. Bon, j'ai essayé de faire vite parce que bien entendu, je veux pas non plus faire un site web d'1h30. Mais donc voilà. Donc la situation pour l'instant, elle était calme, mais là ça a l'air de repartir. Je pense que les Ukrainiens n'ont pas tellement digéré le coup de la rencontre entre Trump et Poutine qui s'est très très bien passé. Mm-hmm. Et je pense qu'on est reparti pour des séries de provocations. Le problème, c'est que donc là, si les US rejettent cette proposition de référendum, ça va se régler par la guerre. Et si ça se règle par la guerre, je vous le dis tout de suite, l'Ukraine ne va pas gagner, l'Ukraine va perdre, et l'Ukraine va perdre du terrain. C'est-à-dire, je vous le dis clairement, ça va se terminer par le Donbass qui va reconquérir, enfin les RPD et les RPL qui vont reconquérir l'intégralité du Donbass. Donc vous allez perdre 2 oblasts de manière définitive. Là, pour l'instant, vous en tenez la moitié. Moi, à votre place, je ferai l'option du référendum parce que de toute façon, par la guerre ou par le référendum, le résultat sera le même. Ces territoires vont partir définitivement. Vous avez le choix de le faire de manière pacifique ou de le faire en perdant un maximum de soldats et en tuant des civils encore en plus, donc en commettant des crimes de guerre. Vous avez le choix. Vous l'avez le choix. Donc maintenant, aux gouvernements occidentaux de réfléchir un petit peu intelligemment, ou de continuer dans leur connerie et de venir pleurer après quand les armées de l'RPD et de l'RPL auront reconquis leur territoire en complet. Et là, il sera trop tard pour chialer. Et par A ou par B, hein, de facto, que ce soit par référendum, que vous le reconnaissiez ou que vous le reconnaissiez pas, les faits resteront les faits. La seule différence, c'est que vous aurez le sang de tout un paquet d'innocence sur la conscience en plus ou pas. Donc vous avez le choix. Voilà. Donc je pense que c'est important que les gens fassent circuler l'info sur cette proposition de référendum parce que c'est une proposition sensée qui est basée sur un principe démocratique qui pour moi serait une proposition de sortie par le haut, qui serait intelligente et qui permettrait d'éviter le sacrifice de vies innocentes. Mais de toute façon, si vous le faites pas, les gens en ont marre ici. Et il y a un moment où, à force de voir Kiev ne pas respecter les accords de Minsk, on n'arrivera plus à retenir les soldats de l'RPD et de l'RPL. Il y a un moment où on ne pourra plus leur dire désolé, vous répondez pas, vous tirez pas. Enfin, je veux dire, faut bien vous rendre compte, ça fait plus de 4 ans que ça dure. Ça fait plus de 4 ans que la population civile ici endure et ils en ont ras le cul. Donc à un moment, soit vous choisissez l'option pacifique et intelligente, soit vous optez pour la guerre, mais vous ne viendrez pas chialer quand l'armée ukrainienne se sera fait défoncer la gueule, botter le cul, chasser des 2 oblasts, et que vous aurez des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts en plus sur la conscience, alors que ça aurait pu être évité.
Voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine pour le 101e site rep. Et on va voir ce qu'on va faire de spécial pour les 2 ans. On va réfléchir, j'ai pas encore fixé de. S'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des idées pour les 2 ans des sites rep, proposez-les en commentaire. Comme vous voyez, on vous écoute. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je te dis en attendant à la semaine prochaine pour le prochain site rep. Ça marche. Merci Christelle, merci pour ton travail. À bientôt, à samedi prochain. Au revoir. À samedi prochain, au revoir.